Bonjour mes étudiants, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Euh, Comme vous savez, c'est que le management méthodique, il vise la performance. Le processus managériel a été identifié la première fois par Fayol en 1916. C'est ce qu'il a appelé la fonction administrative qui est composée de prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Et en 1930, l'un des théoriciens du management de la qualité, Edward Deming, a redéfini ce processus comme un cycle circulaire PDCA, Plan, Do, Check, Act. Et sur ce cycle, je vous invite de faire des recherches pour approfondir vos connaissances. À ce niveau, d'autres théoriciens qui ont défini le processus managériel comme simultané, c'est-à-dire une fois qu'on commence la planification, les autres processus, à savoir l'organisation, l'activation des hommes et le contrôle commencent comme un train. Lorsque la locomotive commence à bouger, les autres wagons commencent aussi à bouger en même temps. Donc, ce chapitre, notre chapitre 3, est structuré en 5 sections. La première section va aborder la stratégie, la deuxième section, la planification, la troisième section, l'organisation, la quatrième section, l'activation des hommes ou la gestion des ressources humaines. Et on va finir ce chapitre par la section 5 sur le contrôle. Donc, revenons au processus managériel simultané, dont ces composants sont la PDCA qui vise la performance globale. Donc, qui est cette performance globale qui est tridimensionnelle, qui englobe la performance sociale, la performance économique, la performance sociale et la performance sociétale. Donc, commençons par la performance économique. Qu'est-ce que ça veut dire la performance économique? Quand vous avez étudié en microéconomie, les organisations ou les entreprises ont comme objectif principal, c'est la réalisation d'un profit maximum avec un minimum de coûts. Et l'utilisation efficace et rationnelle des ressources mesurées par la productivité des machines et des hommes, en plus d'une meilleure qualité possible et une forte valeur ajoutée. Si on veut définir la performance sociale, c'est le climat, c'est la réalisation d'un climat favorable à l'intérieur de l'entreprise, en versant des salaires satisfaisants à nos salariés, en respectant les droits de l'homme et la dignité, c'est-à-dire réaliser le bien-être de l'homme. Le troisième élément de cette performance globale, c'est la performance sociétale, c'est-à-dire le terme sociétal vient de la société, c'est-à-dire quels sont nos engagements envers l'environnement. Donc, bien sûr, c'est la préservation de cet environnement en respectant la norme ISO 14001 et enfin, effort à l'emploi, recyclage, écotechnologie et paiement des taxes et impôts. On va
zoomer aujourd'hui la première section concernant le management stratégique ou la stratégie. Donc, la règle ou le protocole, c'est définir en première étape le concept. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une stratégie? Donc, un premier qui va intégrer et à ce niveau, avant de commencer la définition de la stratégie, il y a deux courants. Un premier courant qui intègre la stratégie dans ce processus managériel et un second qui met la stratégie en dehors du cycle cycle PDCA. Donc, revenons à ce que nous avons commencé à dire, c'est commencer par définir le concept de stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire une stratégie? Donc, une stratégie, si on veut résumer ce qui a été dit par les théoriciens, vous avez le cours en PDF, c'est un ensemble de choix d'orientation à long terme, à moyen terme et à long terme. Donc, et si on veut détailler ça, donc il y a des théoriciens qui disent ensemble de choix, de priorités, d'engagement pris en vue d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Et les autres, orientations à long terme des activités d'une organisation visant à obtenir un avantage concurrentiel compte tenu des mutations et des attentes des différentes parties prenantes, des environnements internes et externes. Il y a une autre définition qui est très intéressante de Ansoff en 1989 qui définit la stratégie en 5 éléments essentiels. En domaine d'activité, le vecteur de croissance, les objectifs, les synergies et les compétences distinctives. Lorsque je dis le domaine d'activité, c'est-à-dire la mission ou la raison d'être de l'organisation. Et lorsque je parle de vecteur de croissance, c'est la manière selon laquelle va se développer l'organisation. Et bien sûr, chaque organisation, elle a des objectifs qui sont financières, humaines, techniques et ainsi de suite. Et pour réaliser ça, il faut y avoir une synergie entre les fonctions et les départements d'une entreprise ou d'une organisation. Et le cinquième élément qui s'ajoute à ces 4 éléments, c'est les compétences distinctives, c'est-à-dire les compétences spécifiques. Lorsqu'on a dans une organisation des compétences distinctives ou spécifiques, vont aider cette organisation à arriver à ses objectifs avec des efforts, moins d'efforts. Donc, on va passer maintenant au processus de fixation de la stratégie. Donc, le premier élément qu'on va commencer, c'est l'évaluation ou le diagnostic de la situation. Donc, il y a plusieurs travaux à ce niveau pour diagnostiquer la situation. Il y a des analyses en termes microéconomiques, d'autres en termes macroéconomiques et des autres en termes mésoéconomiques. Donc, les plus utilisés, c'est l'analyse au niveau microéconomique, c'est l'analyse SWOT, qui analyse les points forts et les points faibles de l'entreprise et les opportunités et les menaces de l'environnement. Sans oublier ce que nous avons déjà vu, l'analyse au niveau macroéconomique, c'est l'analyse PESTEL, politique, économique, sociale, technique, écologique et légale. Et l'analyse une autre analyse au niveau mésoéconomique, c'est les 5
les 5 forces de porteur plus l'État. Donc, ces 5 forces, c'est la concurrence, les clients, les fournisseurs, les nouveaux entrants, la substitution, plus l'intervention de l'État. Donc, selon l'analyse de SWOT, on va détecter des facteurs clés de succès. Donc, ces facteurs clés de succès va nous permettre de formuler des alternatives plausibles. Les différentes alternatives se sont classées ainsi en 3 éléments essentiels, selon le comportement, selon les attentes du marché et selon les objectifs majeurs. Donc, vous avez un schéma qui vous trace ça. Donc, je commence par les alternatives suivant le comportement. Vous avez 3 éléments. Lorsqu'il y a un comportement d'indifférence, là, il n'y a pas une stratégie, néo-stratégie. Et cette néo-stratégie constitue en elle-même une stratégie. Vous avez un autre comportement, c'est la réaction. À ce niveau, il y a une stratégie qui est défensive. Et le 3e comportement, c'est la proaction. Et à ce niveau, la stratégie adoptée, c'est une stratégie offensive et non pas une stratégie défensive. Si je passe à l'alternative, aux alternatives suivant les attentes du marché. Selon une consommation de masse, vous avez l'orientation stratégique, c'est spécialisation et concentration. Et pour des besoins spécifiques, la stratégie adoptée, c'est la diversification et la différenciation. Et lorsqu'on a des marchés, des attentes, des besoins qui sont complexes et implicites, à ce niveau, il faut une autre orientation stratégique, c'est le recentrage et l'externalisation. À ce niveau, je vous donne l'exemple de Mercedes qui se focalise sur la motorisation et externalise fait la traitance des autres activités. Et si je passe au niveau des objectifs majeurs, les stratégies selon l'objectif de chaque organisation, il y a des organisations qui ont comme objectif de minimiser le coût. C'est la stratégie adoptée, c'est la stratégie de domination par la réduction des coûts. Et d'autres qui veulent réaliser une qualité, ils adoptent une stratégie de domination par la qualité. Et d'autres organisations qui s'intéressent plus sur la recherche et développement et sur l'innovation, ils adoptent une stratégie de domination par l'innovation. Il y a d'autres qui rassemblent tous ces trois stratégies qu'on appelle l'hybridation. Donc, après avoir vu les différentes alternatives, donc on va, à ce niveau, on va évaluer ces alternatives. Donc, détermination. Donc, voir la méthode des coûts et avantages et retenir la plus qui va amener à la performance. Donc, cette comparaison, elle est très essentielle pour comparer et arriver à notre
décision, c'est la décision, c'est arrêter le choix ou les différents choix qui constituent la stratégie. Pour conclure cette section de stratégie, donc voilà, donc le processus il est adopté, voilà, on a la décision de faire une stratégie, mais il y a des obstacles qui peuvent empêcher la réalisation de ce processus de stratégie. Parmi ces éléments, c'est le système de valeurs ou désirs du leader qui peuvent changer et est-ce qu'il va accepter ou non cette décision ou ce choix, cette décision qui est constituée d'un choix ou plusieurs choix. Ou le jeu politique entre les différentes parties prenantes, les règles et il y a des règles et des procédures de prise de décision. Donc, merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine vidéo qui va traiter la deuxième section sur la planification et la troisième section sur l'organisation.